Bonjour et bienvenue à cette journée de présentation de livres Salle de monde virtuelle Pouce Carré du 28 septembre 2022. Vous êtes en compagnie de Nicolas Aumet et je suis Anne-Marie Fortin. Nous sommes tous les deux les cofondateurs et co-directeurs généraux de Pouce Carré. Aujourd'hui, on vous présente un avant-midi de lecture pour le préscolaire et le primaire et un après-midi de suggestions littéraires pour le secondaire. Vous aurez accès donc à toutes ces présentations également en rediffusion. Si vous devez vous absenter, aller vous chercher un café ou quoi que ce soit, là, vous ne manquerez rien, vous aurez accès à tout ceci en rediffusion. Je vais tout de suite glisser dans la conversation la bibliographie pour la première présentation de la journée. Donc, notre première présentation sera la présentation de la maison d'édition de Lisatis. Donc, je vous mets la bibliographie dans la conversation. Si vous nous écoutez en rediffusion, la bibliographie, elle se trouvera dans le descriptif sous la vidéo. On s'habitue, hein? On est dedans. Nico, as-tu vu? On a des nouvelles indications techniques parce qu'on apprend notre métier en même temps qu'on le fait. Alors, vous avez la bibliographie qui a été glissée dans la maison d'édition de Lisatis. Nicolas, on s'est séparés, donc, Nicolas et moi, des présentations à faire. Je propose qu'on y aille un peu dans l'ordre chronologique là, en matière de collection pour les âges. Mais est-ce que tu voudrais, avant qu'on commence, dire un mot sur la maison d'édition? La maison d'édition de Lisatis, c'est une maison d'édition qui existe depuis très longtemps, qui est tenue d'une main d'un maître par Angèle Delaunoy. Angèle Delaunoy ratisse large avec sa maison d'édition, c'est-à-dire elle touche à les lectorats d'à peu près tous les âges, des plus petits qui ne sont pas nécessairement encore lecteurs, mais qui aiment se faire la lecture, jusqu'aux grandes personnes avec des sujets abordés d'une manière qui ne prennent pas les ados pour des abrutis, qui leur parlent d'une manière franche et juste. Elle sait bien s'entourer à la fois des auteurs et d'illustrateurs. Elle sait bien faire les paires entre les deux quand on doit jumeler un texte à d'illustration. Elle a vraiment le flair pour ça et elle est très sévère, c'est-à-dire c'est la première Angèle va être la première à dire on peut parler de tout avec les enfants, mais encore faut-il utiliser les bons mots. Et trouver le bon mot est très important et je pense que ça transparaît dans sa ligne éditoriale et dans les livres qu'elle propose. Alors, c'est une maison d'édition riche, euh, très centrée sur le monde et les autres. Et c'est les livres de la maison d'Isatis, je pense que c'est un des éditeurs jeunesse au Québec qui est le plus traduit dans plein de pays à travers le monde. Les livres d'Angèle elle-même en tant qu'autrice, parce que c'est une autrice, sont traduits partout, mais les livres de la maison voyagent beaucoup à travers le monde dans différentes langues, et puis ça fait juste montrer qu'une belle histoire, ben, ça peut traverser les frontières et même les océans. J'ajouterais aussi, écoute, peut-être que tu l'as mentionné, mais en accueillant des personnes dans la salle, peut-être que l'information m'a passé par une oreille, sortie par l'autre, mais c'est aussi une maison où il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, dans les ouvrages que vous allez découvrir, il y a toujours une forme de passation d'informations sans que ce soit des ouvrages qui sont nécessairement pédagogiques. Donc, on n'est pas dans une littérature pédagogique, mais il y a un souci de transmettre de l'information. Et ça commence dès la collection ça commence dans la collection qui s'adresse aux plus petits, qui est la collection que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la collection Clin d'œil. Alors, je vous montre quelques ouvrages de la collection. Je vais vous montrer deux ouvrages que vous avez peut-être déjà rencontrés. Ici, j'ai Je déteste les moustiques, mais et les amis. Puis également, je vais vous en présenter quatre aussi, là, Ma couleur préférée et Souvenirs cousus. Alors, vous pouvez trouver tous ces ouvrages dans la bibliographie qui est déjà glissée dans la conversation. Avant de vous présenter en détail chacun des livres, je voudrais vous dire que la collection Clin d'œil, en fait, c'est une collection qui est axée sur la poésie du quotidien. C'est d'ailleurs indiqué dans les pages de garde que vous voyez ici. Donc, on nous dit la poésie du quotidien. Donc, des textes qui vont souvent rimer, être sous forme poétique, sans que l'aspect poétique soit nécessairement extrêmement formel, c'est-à-dire qu'on peut avoir une poésie qui va être quand même assez libre aussi, de longueur variable. On a des textes qui vont s'adresser vraiment aux plus petits,
Mais chacun des... Quand je parle des plus petits, c'est au préscolaire, là. J'ai animé plusieurs de ces livres-là à des enfants de 4 ans, 5 ans, 3 ans même. Évidemment, on choisit là, les ouvrages en fonction de l'âge. Mais étant donné qu'on est dans un univers poétique, avec aussi souvent une portée assez philosophique, on peut souvent réutiliser ces textes-là aussi avec les enfants plus vieux. Ce qui va faire en sorte que ce seront des albums qui pourront être intéressants pour les jeunes qui sont en apprentissage de la lecture ou même en apprentissage du français, mais disons en première, deuxième année, parce qu'il y a toujours un deuxième niveau de sens qu'on peut aller saisir dans les ouvrages. Donc, avec les plus petits, on verra souvent la poésie, la rime, le sens premier. Avec les plus vieux, on va pouvoir aller poser des questions pour stimuler, par exemple, la pensée critique ou encore l'ouverture sur le monde. Un livre que j'ai beaucoup animé cet été, on a eu un beau contrat d'animation avec des organismes communautaires sur la rive sud de Montréal et j'ai beaucoup, beaucoup animé le livre Les Amis de Paul Brière, illustré par Amélie Monplaisir. J'étais dans des organismes communautaires où les enfants ne parlaient pas nécessairement français ou très peu, puis dans des organismes aussi qui étaient très, très multiculturels. Donc, j'avais accès à des enfants de toutes origines. Dans plusieurs cas aussi, j'ai lu cette histoire-là à des enfants qui étaient probablement arrivés au pays depuis très peu de temps. Donc, qui étaient même parfois craintifs quand j'arrivais dans la salle. Parfois, j'ai eu, c'était incroyable, j'ai eu des enfants qui étaient craintifs, mais qui, à la fin des présentations, venaient me prendre dans leurs bras. Puis je crois que, bien sûr, mon charisme incroyable, mais surtout le choix des livres était une des raisons. Les Amis, c'est un livre qui va être super inclusif, un livre où on va se rendre compte qu'en amitié, même si on est tous différents les uns des autres, on est tous semblables au bout du compte. Juste en regardant la page couverture, je vais avancer l'illustration. On voit déjà sur la page couverture qu'on a deux personnages qui ont des particularités. Donc, la petite fille ici a un appareil auditif, qui est un détail qu'on ne verra peut-être pas à la première lecture, deuxième ou troisième lecture. Peut-être que les enfants, eux, vont s'en rendre compte, mais que vous ne l'aurez pas vu, ou l'inverse. Peut-être que vous l'avez vu, mais que les enfants, ils s'en foutent. Et on a un personnage ici qui a, on pourrait penser là, le vitiligo, donc une décoloration de la peau. Puis, il joue Anne-Marie, excuse-moi, ça, il faut le savoir parce qu'un enfant qui voit ça, voit une petite fille qui se tient la barbichette, tu sais, qui joue au jeu, je te tiens par le menton, avec un petit garçon qui a peut-être plein de gâteaux au visage. Tu sais, encore nous, nos réflexions de grandes personnes, tout de suite, on le comprend. Mais un enfant, remonte la couverture, un enfant, rapidement, vous doutez ce qu'il voit, parce que d'habitude, quand on monte un enfant comme ça dans un livre pour enfants, c'est soit de la sauce à spaghetti, du potage, de la purée, c'est souvent ça. Puis, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que le réflexe d'un enfant, il ne va pas comprendre à la couverture, peut-être. Oui, puis c'est un peu vers ça que je m'en allais aussi, Nicolas, c'est-à-dire qu'en faisant la lecture de l'album, j'ai eu très peu de réactions de la part des enfants par rapport aux différences des enfants qui sont représentés. La page qui fait peut-être le plus réagir les enfants, c'est la première, c'est celle-ci. Et je pense que c'est parce que la petite fille, dans le fond, son œil, il est couvert d'un pansement. Puis il y a une partie aussi qui est de l'empathie. Les enfants veulent savoir ce qui lui est arrivé. Puis les enfants sont très attirés par les pansements aussi, là, tu sais, ils veulent tout un pansement avec leur personnage préféré dessus. Donc, ça attire leur attention. Et on commence comme ci. Mon ami et moi, on se ressemble. Un peu, beaucoup ou pas du tout? À cette page-ci, moi, je m'arrête tout de suite, je demande aux enfants qu'est-ce qui est pareil entre les deux enfants. Puis là, ils me disent ils ont les yeux de la même taille, les cheveux de la même couleur, leur visage est de la même forme. Il y a beaucoup d'enfants qui m'ont dit les deux portent un chandail de laine. Ils ont remarqué que les deux portaient des chandails de laine. Après ça, je leur demande qu'est-ce qui les différencie. Là, ils vont me répondre lui, il a des lunettes, elle a un pansement sur l'œil. Généralement, c'est à peu près tout ce qui est mentionné au niveau de la différence. Puis moi, des fois, je leur dis oui, puis regardez, lui, il a une queue. Puis là, il me regarde. Hein? Mais non, c'est son animal à côté. Ah oui, c'est vrai. Ça les fait bien rire.
Alors, est-ce qu'on se ressemble un peu, beaucoup ou pas du tout? Avec mon ami Noé, on s'amuse à coiffer et à décorer nos cheveux tout frisottés. Joli! Hi, hi, hi! Avec mon ami Yoko, on fait la course des robots et puis la danse des gagnants. Je vous montre la page ici. Et là, tu as un ami qui dit « Bip, bip! » Et l'autre, il répond « Zouz! » Il y a un enfant dans une de mes présentations ici qui s'est arrêté et qui a dit « C'est quoi la danse des gagnants? » Puis il gigotait pas mal. Alors j'ai dit ben, « Tout le monde se lève, on va faire la danse des gagnants. » Puis là, tous les enfants se sont levés, puis chacun a eu le droit de me montrer quelle était sa danse des gagnants. Et après ça, ben, on avait chacun notre danse préférée des gagnants. Avec mon ami Patriche, on se raconte des blagues dans les 2 langues, français, English. Allô, Pat Prout? Hello, funny fart? J'ai regardé le chat. Avec ma grande amie Saphir, on aime beaucoup lire le livre en même temps. Il était une fois. Je vous en montre une dernière. Avec mon drôle d'ami Toto, on adore manger du melon d'eau et cacher les pépins de plus en plus loin. Ouais, sprout! À cette page-ci, c'est la seule page où le nom de l'ami, on se demande de quel ami on parle quand on dit mon ami Toto. Là, on peut les faire parler. Celui qui crache les pépins, c'est le singe. Moi, je pense que Toto, ça pourrait être le singe. Mes amis et moi, on est un peu différents, un peu différentes, mais on est surtout semblables en dedans. On a tous envie, on a tous besoin de s'aimer et de s'amuser. Yahoo! Youpi! Puis là, si vous regardez mon livre, il est un peu sale. Parce qu'à cette page-là, les enfants se lèvent et viennent avec leurs doigts, pas toujours propres, pointer l'ami qui leur ressemble le plus. Et ça, c'est pas moi qui leur ai demandé de le faire. Il y a des enfants naturellement qui se sont levés, qui m'ont dit soit moi, je ressemble à lui ou je ressemble à elle, ou encore lui, c'est mon préféré ou elle, c'est ma préférée. Puis, quand les enfants pointent un ami auquel ils ressemblent, ça arrive que l'ami ne leur ressemble pas du tout, en fait, que le personnage ne leur ressemble pas du tout. Mais eux s'identifient à ce personnage-là pour un trait de caractère ou un trait physique. C'est donc un livre qui permet à chacun des enfants qui va en prendre connaissance de se sentir représenté dans la littérature jeunesse. Et ça, c'est important pour les enfants d'avoir l'impression qu'ils peuvent, eux aussi, faire partie des livres, être représentés dans les livres. Quand on est représenté dans une œuvre de fiction, c'est une façon d'être au monde, c'est une façon d'arriver au monde. Alors, comme activité d'exploitation, bien évidemment, on va pouvoir parler de la diversité avec les enfants, des différences, discuter avec eux des personnages auxquels ils s'identifient. Mais il y a aussi tout un jeu qu'on peut faire, un jeu de rime avec les prénoms, parce que si vous avez remarqué, hein, avec mon ami Toto, on adore manger du melon d'eau. Il y a toujours une rime avec les prénoms qui sont donnés. Vous pouvez donc identifier les différents noms des enfants qui sont avec vous, puis leur demander de trouver une rime avec leur nom. C'est un jeu que vous pourrez faire avec les amis. Je suis encore en train de laisser rentrer les gens. Je continue avec un autre ouvrage. On change un peu de style dans le prochain ouvrage, mais c'est un ouvrage cette fois-ci qui nous fera... Là, on était dans la diversité des personnages. On va passer dans la biodiversité. Alors, l'importance de la biodiversité, on peut en parler dès le plus jeune âge. C'est avec un ouvrage amusant qui s'appelle « Je déteste les moustiques, mais » de Mireille Messier, illustré par Catherine Petit. Alors ici, on a un personnage qui est à la campagne, en pique-nique. Là, on a la chance en ce moment que les moustiques sont pas mal partis. Là, je ne sais pas si vous en avez encore, mais il n'y a plus trop de guêpes, plus trop de moustiques avec toute la pluie et le froid qu'on a eu. Mais elle n'a pas encore cette occasion-là. Papy les appelle des moustiques, maman les appelle des maringouins. Moi, je ne les appelle pas du tout, mais ils sont là quand même.
Puis regardez comme ils sont gros. C'est vraiment d'immenses moustiques. À peine plus gros qu'un grain de riz. Ah, alors, pourquoi elle les a représentés aussi gros s'ils sont à peine plus gros qu'un grain de riz? Hein? C'est une question que vous pourrez poser aux enfants. Essayez de comprendre pourquoi elle les a représentés comme s'ils étaient gros comme sa tête, alors qu'il nous dit ils sont à peine plus gros qu'un grain de riz. Ces petits vampires ailés sont déterminés à me piquer et à ruiner ma journée. Ils sont là quand je suis dehors. Parfois, ils me suivent même dans ma maison. J'ai beau les chasser et leur dire « oust », j'entends leur bzzz du matin au soir. Je les déteste. Mais est-ce qu'ils peuvent être utiles quand même, les moustiques? Hein? Ouais. Sans les maringouins, certains oiseaux auraient très faim. Et là, regardez, on a les paroles des oiseaux dans des bulles. Alors, un deuxième niveau de lecture qui s'ajoute. Miam, miam, rien de mieux qu'un bon moustique pour me donner de l'énergie. Monsieur, je ne mange que ça. Ah, qui d'autre se nourrit des moustiques? Si je vous montre cette page, sauriez-vous me dire qui d'autre se nourrit des moustiques? Ah, les grenouilles, les poissons, les wawarons. Oh! Les chauves-souris. Je repère les moustiques en plein vol grâce à l'écholocation. Et puis, hop, dans mon bedon, c'est tellement bon. Moi, j'imagine que les chauves-souris parlent comme ça. Ah! Qui d'autre a besoin des moustiques? Les fleurs vont avoir besoin des moustiques aussi. Il n'y a pas que les abeilles qui sont des pollinisateurs. Et certains fruits n'existeraient pas non plus. La pomme et la poire. Donc, les moustiques, je les endure, mais je les endure dehors. Alors, vous voyez, ici, on va se rendre compte à quel point les moustiques, peut-être qu'on les déteste, mais ils sont très utiles. C'est donc un ouvrage parfait pour parler, comme je vous disais, de la biodiversité. Évidemment, avant de commencer la lecture, on pourrait demander aux enfants ce qu'ils savent déjà des moustiques. Donc, on pourrait leur demander si ils en ont déjà vu, s'ils sont déjà fait piquer, ce qu'ils savent si les moustiques peuvent être utiles ou pas, susciter la conversation de ce côté-là avec eux. Puis un petit peu plus tard dans la présentation, je vais vous présenter un documentaire qui parle de l'environnement. On pourra revenir aussi sur les moustiques avec le documentaire sur l'environnement que je vais vous présenter tout à l'heure. Je poursuis donc avec encore 2 ouvrages. Nico, c'est bon? On est dans les temps? Ça marche? J'ai encore 2 livres. Je vous présente pour commencer Ma couleur préférée de Paul Martin. Paul Martin, vous l'avez probablement déjà rencontré avec ses différents ouvrages, dont le plus récent, je crois, c'était Un jour, j'irai sur Mars. Auparavant, rappelle-moi, Nico, les titres Il y de ces avait Mon albums. ami la Lune. C'est ça, Mon ami la Lune. Merci. Puis on l'a connu, Paul Martin, ses débuts dans une autre maison d'édition. Il avait commencé avec Mon ami Jules et ensuite La maison de Jules autour du déménagement. Oui, et puis vraiment, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au Salon du livre de Québec. Moi, je ne le connaissais pas encore, puis c'est un type vraiment hyper sympathique là, qui prend le temps de parler aux enfants. Puis j'ai trouvé vraiment qu'il parlait aux enfants avec beaucoup d'intelligence. Notamment, il représentait à ce moment-là son album Un jour, j'irai sur Mars. Puis il questionnait beaucoup les enfants quant à savoir si eux, ils savaient c'était quoi la planète Mars, qui était sur la planète Mars en ce moment, quelle mission il y avait, qui s'en occupait. Il faisait parler des enfants, puis on se rendait compte à quel point les enfants, ils en savaient des choses. Ils s'intéressent à ce sujet-là, au sujet des explorations spatiales. Paul Martin revient ici avec Ma couleur préférée. Déjà, vous aviez peut-être remarqué la signature de la collection, toujours avec la bande de couleurs sur le côté. Puis franchement, j'ai trouvé ça brillant d'ici à voir la bande de couleurs multicolores. Ça vous donne un indice déjà. J'imagine que vous avez deviné de quoi on va parler ici dans cet album.
Dans quelques ouvrages de la collection, on a décidé de remplacer les pages de garde, donc les pages là, qui collent l'album sur les couvertures de carton, par de l'information documentaire. Mais en fait, on n'a pas remplacé, on a comblé les pages de garde avec de l'information documentaire. Ici, vous avez donc une première information sur comment on peut créer des couleurs avec des couleurs. Donc, on passe des couleurs primaires aux couleurs secondaires, aux couleurs tertiaires, en nous expliquant qu'on va les mélanger 2 par 2 pour faire de nouvelles couleurs. Et on nous parle des couleurs chaudes et des couleurs froides, pardon, les couleurs froides et des couleurs chaudes, des nuances de gris, des teintes, des couleurs. Et à la fin, on a même une petite activité. On nous propose de mélanger les couleurs avec une toupie. Donc, si on reproduisait cette page-là, on découpe le cercle, on met un petit crayon au milieu, puis en faisant tourner le cercle, je vous laisse deviner quelle couleur on va avoir. Et après ça, on nous explique qu'est-ce que c'est un arc-en-ciel, ce qui nous réfère évidemment à l'épine qu'on avait ici. Donc, devinez de quoi on parle. On commence avec Albin qui s'en va à l'école. Albin, il est tout seul, comme tous les matins. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de couleurs ici dans l'univers d'Albin? Pas énormément. Sur son chemin, il rencontre Garance, Marianne et Oriane. Il aimerait bien leur parler, mais il est trop timide. Et voilà qu'il pleut. À l'école, ce matin, c'est l'atelier de peinture. Alors, Garance dit « Chouette, on va faire de la peinture avec nos doigts, mais zut, elles ont déjà choisi les couleurs qui étaient disponibles. Alors, chacune a déjà pris une couleur primaire. Il ne reste que le noir et le blanc. » Sauf que notre petit notre petit Albin, lui, il trouve ça un peu plate de toujours avoir le noir et le blanc puis à faire des ondes de gris. Alors, il va finir par demander à ses amis s'il peut leur emprunter un peu de couleur. On le voit ici. Ah, et puis, heureuse, Jen décide, je leur demande un peu de leur couleur. Prends le jaune, dit Oriane. Avec du bleu, c'est mieux, dit Marine. Tiens, voilà mon rouge, ajoute Garance, c'est la plus belle couleur du monde. Ça m'a amusé ici parce que souvent, on a l'impression quand il y a un personnage qui est comme de côté par rapport aux autres, on a l'impression que s'il s'adresse aux autres, les autres vont être méchants avec lui. Mais ce n'est pas du tout le cas ici. Tout le monde est bien d'accord pour partager ses couleurs avec lui. Oh! Incroyable! Avec mon noir et mon blanc, en ajoutant du bleu, je peux faire tout plein de teintes bleutées. Formidable! J'ai fait apparaître une couleur qui n'était pas là. Je suis un magicien. Dans la classe, tout le monde se met à mélanger des couleurs. Regardez, s'écrit Marine, quand je mêle du bleu et du jaune, ça fait du vert comme Albin. Puis ici, on va faire la même chose, du orange et du violet. On dirait tout à coup, avez-vous remarqué Albin? Qu'est-ce qu'il y a sur son visage tout à coup? Un petit sourire qui se pointe à l'horizon. Grâce à toi, on peut faire toutes les couleurs du monde, constate Marine. J'adore, s'écrie Garance. Et donc, vous aurez deviné qu'Albin, avec cette activité, aura réussi à se faire de nouvelles amies. Il va nous dire, ma couleur préférée à moi, c'est toutes les couleurs. Et ensemble, elles sont encore plus belles. Alors, bien, évidemment, sortez la gouache et les pinceaux. Je pense après ou avant d'avoir lu un ouvrage comme celui-là, il faut faire une activité de peinture. On parle souvent, oh mon Dieu, j'ai envie de faire un lien qui n'était pas prévu, mais moi, ça fait, je sais pas, 30 ans là, que j'ai fait mon école primaire. Là. Tu sais, ça fait longtemps. Les programmes ont changé. Ma fille est en première année, puis là, je suis en train de constater tous les changements qu'il y a eu dans l'école primaire au cours des 30 dernières années. Puis là, elle revient de l'école, puis en éducation physique, elle a appris les os. Hier, elle m'a dit, j'avais éduqué qu'on a appris le crâne et le bassin. Puis là, en se couchant le soir, elle me dit, phalangine, phalangette, maman. Fait que là, c'est l'apprentissage des os. Alors, je présume que maintenant, dans les différentes matières de spécialité, vous me direz si j'ai raison ou pas dans la conversation, mais ce que je suis en train de constater, c'est que dans les différentes matières de spécialité, on apprend toutes sortes de choses autres qu'aller jouer au ballon ou apprendre les règles d'un sport. Je trouve ça formidable. Mais
il faut utiliser des livres aussi dans ces matières-là. Donc, il faut utiliser des ouvrages littéraires avec les enfants pour découvrir ces notions-là. J'espère que dans son cours d'éducation physique, à un moment donné, il y a un imagier du corps qui va sortir pour leur montrer les différentes parties du corps. Bien, ça, c'est un ouvrage qu'on peut assurément prendre puis amener dans le cours d'art plastique pour faire une introduction aux couleurs. Donc, oui, les livres dans la salle de classe, encore et toujours, mais achetons aussi des livres pour nos professeurs de spécialité pour qu'eux aussi aient des ouvrages de référence dans leur local et qu'ils puissent commencer leur activité avec une lecture. Parce que si on est dans le cours d'art et qu'on commence le cours d'art avec une lecture, le message qu'on envoie aux enfants, c'est que la lecture, elle est partout dans la vie. Elle n'est pas seulement concentrée dans la salle de classe ou pour l'apprentissage du français. Donc, je pense que c'est vraiment un ouvrage qui aurait sa place. J'ai reçu un message privé de Mme Anne qui me dit « C'est éducation physique et à la santé ». Merci de me le préciser. C'est vraiment ce que je suis en train de constater. Je me dis, si elle apprend tous ses os en première année, qu'est-ce qu'elle va apprendre en sixième, genre le système lymphatique? C'est incroyable. J'ai tellement hâte de voir ce qu'elle va apprendre et ce qu'elle va m'apprendre. Donc, évidemment, ben, avec un ouvrage comme celui-ci, moi, je vous dis, sortez la gouache, faites un atelier de peinture avec des mélanges de couleurs primaires. Puis, je vous dirais même, mettez les enfants au défi d'inventer des nouvelles couleurs pour voir si ça se peut. Puis, vous pourriez aussi aller chez Rona, là, chercher des échantillons de couleurs, puis essayer d'identifier quelles couleurs les enfants ont produites, puis travailler avec les noms poétiques de ces couleurs-là chez Rona, puis comme pourquoi ça s'appelle, je sais pas, pourpre de Bretagne. Puis avec tous les noms que vous allez pouvoir trouver, vous allez pouvoir faire des recherches et essayer vous-même d'inventer de nouveaux noms poétiques pour les couleurs qui auront été créés par les enfants. Puis après ça, vous écrivez des poèmes avec ces couleurs-là. Et le dernier ouvrage que je vais vous présenter dans cette collection, eh bien, on a le privilège d'avoir l'auteur de cet ouvrage avec nous aujourd'hui. Donc, Nicolas a une saison littéraire qui est foisonnante et ça fait en sorte qu'on a la chance de le recevoir à différentes occasions pour parler de ses livres. Mais franchement, il nous offre Souvenirs cousus, qui est illustré par Caroline Merola. Donc, juste en regardant le titre et l'illustration, je vous laisse deviner de quoi parle l'album de Nicolas. Alors, on s'intéresse à la courte pointe. On a un personnage, je vais te laisser parler, Nico, mais je fais juste une présentation, gracieuse présentation de Pouce Carré. On a un personnage ici, en fait, on s'adresse à un personnage à qui on nous dit « Tu n'étais pas encore né quand cette courte pointe a vu le jour, c'était il y a bien des années. Au tout début, il n'y avait qu'un tout petit bout de tissu. » Les illustrations sont magnifiques et accompagnent le texte vraiment d'une façon sublime. C'est sur cette vieille terre familiale que ton arrière-grand-mère a commencé le travail il y a près de 100 ans. Tu vois ce vieux morceau de tissu? Elle l'a découpé directement sur l'épouvantail qui se trouvait dans le champ. Et vous l'aurez deviné, donc, à chaque page, à chaque double page, on va découvrir un morceau de tissu, l'histoire d'un morceau de tissu qui se trouve dans la courte pointe. Moi, il y a une chose qui m'a étonnée quand j'ai lu cet ouvrage de Nicolas, c'est que bien qu'on soit dans une collection qui s'adresse aux tout petits, et c'est un des livres que je vous dirais d'utiliser avec les plus vieux aussi, c'est un livre où il y a des thèmes qui sont abordés qui peuvent être des thèmes très difficiles. Regardez ici. Oh, regarde ce carré à jamais taché de terre. Grand-père l'a maladroitement cousu en souvenir d'un soldat qui, contrairement à lui, n'est jamais revenu de la guerre. Alors, c'est un livre où on va parler d'héritage, de passation, d'amitié, de maladie, de famille, pardon. Donc, plusieurs, je ne veux pas tout le montrer parce que je trouve que c'est un livre qu'il faut découvrir. Tu sais, il faut le lire soi-même. Nico me l'a fait lire, c'était une version avec les esquisses, je pense, quand on était au Salon du livre de Québec l'année passée. Et derrière la table du kiosque qu'on tenait, j'ai versé des larmes parce que vraiment, j'ai été très émue par cet ouvrage. Nicolas, est-ce que tu aurais envie de nous expliquer un peu d'où vient l'idée d'écrire Souvenirs cousus? D'où ça vient cette idée-là de parler de la courte pointe? Mon Dieu, je m'attends. OK. Ça me fait drôle que quelqu'un me lise mon histoire, j'aime ça.
j'ai une fascination, j'ai comme un lien particulier avec les courtes pointes. Je trouve que c'est quelque chose de précieux. Tu sais, oui, tu vas t'acheter un kit pour ton lit queen size, puis ça va, mais une courte pointe, c'est autre chose. Puis souvent, une courte pointe, ça t'a été donné. Oui, on peut en acheter, surtout si on va dans les bazars ou si on va dans des... Bon. Euh, puis pour moi, la courte pointe est intrinsèquement associée au concept du souvenir. Et dans mon histoire, à travers les générations, euh, voyez-vous, au début, mon histoire, c'était que des femmes. C'était les femmes qui étaient importantes dans la vie d'un enfant et qu'au fil des ans, elles prenaient un morceau qui était symbolique pour elles et qu'elles incorporaient à la courte pointe familiale. Et puis ensuite, j'ai incorporé des hommes. Puis là, vous voyez comme c'est le grand-père qui l'a maladroitement cousu. Donc, les hommes aussi sont importants. J'essaie de montrer c'était quoi toutes les personnes importantes. Voilà le grand frère. Puis là, tu vois, il habite au loin avec... il a pris ça, le koala ricaneur, rigolo. Ça va faire partie de la courte pointe. Si on regarde la page couverture, vous allez vous rendre compte que chaque carré, vous les retrouvez. Tu vois le koala, je le pointe comme j'étais devant vous, le koala ricaneur, le petit morceau de tissu qui a été pris de l'épouvantail près de 100 ans, et j'en passe. Alors, à la fin, on dit à l'enfant, un jour, tu remettras tes souvenirs coups d'humain à la personne de ton choix. Euh, les souvenirs, c'est quelque chose qui existe. Juste avant le souvenir cousu, j'avais écrit demain dans la même collection. Puis c'était encore le concept, quelque chose qui existe, mais qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas entendre. Même si une odeur te rappelle un souvenir, tu ne peux pas sentir le souvenir. Tu te rappelles de l'odeur, que ça t'a donné un sentiment, ça t'a combien un sentiment de... quand tu as vu, tu es débarqué de l'avion la première fois que tu es arrivé en Inde, puis tu as vu cette vision-là, c'est un souvenir qui va te marquer à jamais, mais tu ne peux pas le voir, ce souvenir-là, il ne marche pas. Et j'essayais d'expliquer aux jeunes, voilà, avec un petit peu de poésie et de philosophie, ce que sont des souvenirs. Et puis pour moi, à travers une courte pointe, c'était une manière de rendre concret quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas toucher, parce que la courte pointe, on peut la voir, on aime la toucher, et elle sent les souvenirs. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais une courte pointe, ça sent les souvenirs bien souvent. Et je demande aux jeunes, qu'est-ce qui est d'autre, puis j'arrête avec ça, quoi d'autre qui existe qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas entendre, mais qui existe. Puis qu'on ne peut pas goûter, c'est ça. Puis là, ils réfléchissent, puis il y en a, là, il y en a un qui me dit un rêve. Bonne réponse. Et à travers plein de réponses qui n'étaient pas tout à fait correctes, mais il essayait, puis il y en a un qui me dit de l'air. J'ai dit, mais OK. Puis là, il y en a un qui a dit le vent, c'est la même chose. J'ai dit, est-ce que c'est la même chose, juste la composante d'air, puis un coup de vent? Ça, là, on est parti là-dessus jusqu'à temps que quelqu'un lève la main et me dise un trou. Puis là, je fais misère. Il fallait bien qu'il y ait une réponse. Puis là, je dis, Nicolas, tu as deux choix en ce moment. Soit que tu ignores ça, ou soit que tu le laisses poursuivre puis tu croises tes doigts en souhaitant que l'activité n'est pas foutue parce qu'il va. Et puis, il me dit, regarde, puis il y avait une BD d'Astérix. Puis, il y avait un baril dans la BD d'Astérix, puis il me pointe, il dit, regarde, j'ai dit, mais le trou, tu le vois? Il dit, ouais. Il dit, mais si tu enlèves la charpente de bois du baril qui est autour du trou, est-ce que tu le vois? Là, j'ai dit, ça se peut pas qu'il soit brillant comme ça, cet enfant-là. Puis c'est en conduisant chez moi, à mon retour, j'ai dit, mais ça se peut pas, j'ai une vie vraiment d'expérience, il est d'une intelligence supérieure. Mais c'est pas fou. Un trou, si tu enlèves le baril, parce que le baril, c'est pas le trou. Mais le trou n'est pas un trou sans le baril, la charpente. Est-ce que vous me suivez? Donc, les jeunes, ils arrivent avec des trucs auxquels je n'aurais jamais pensé, ce qui m'a inspiré peut-être un jour l'histoire d'un baril. Et du trou peut-être, du baril encore plus. Voilà donc pour Souvenir cousu, vraiment une manière de parler aux jeunes de trucs abstraits. Et puis c'est un défi pour l'illustratrice parce que c'est de rendre un souvenir, comment le montrer abstrait. Là, je l'ai guidé, mais avec demain, l'illustratrice, elle me dit, c'était Catherine Petit, elle me dit, Nicolas, comment tu veux que j'illustre ça? J'ai dit, ça, c'est pas mal. Moi, j'écris, toi, tu illustres, donc j'ai vraiment mis ça pour elle.
Puis je suis content parce que j'aurais pas pensé à ce qu'elle a fait, puis ce qu'elle a fait, c'était remarquable. Alors voilà pour Souvenir cousu. Puis dans le souvenir cousu, il y a aussi l'importance du passage, hein, de la passation, de passer au prochain, de transmettre le souvenir au prochain aussi. Tu sais, les morceaux de tissu, c'est la seule trace qui reste, en fait, la trace tangible qui reste de ces souvenirs-là. Il y a une page que j'aimerais vous montrer ici. Ce tissu soyeux, c'est un souvenir d'Haïti de mon ami Sonny. Tu te souviens ce qu'il nous rappelle toujours des amis? C'est aussi une famille pour la vie. Je pense que pour toi, Nico, aussi, c'est l'importance de parler de l'amitié dans la famille puis dans la transmission de souvenirs, c'était important. Ça m'amènerait peut-être à proposer une activité de courte pointe amicale ou courte pointe dans la classe. Cette activité-là, elle peut se faire avec des morceaux de tissu si vous avez envie là, de pousser à ce niveau-là, puis de demander à chaque enfant d'apporter un morceau de tissu qui aurait un sens pour lui. Mais c'est peut-être quand même quelque chose qui est un peu compliqué, parce que si le morceau de tissu qui a un sens pour l'enfant, c'est le rideau de sa mère, ça se peut que la mère, elle ne soit pas contente puis qu'elle vous en reparle après. Aussi, si c'est un carré dans son pyjama, bien, peut-être que vous allez en entendre parler. Mais vous pouvez très bien faire une courte pointe avec des papiers, des cartons, demander aux enfants d'illustrer un souvenir sur un, un carré de papier. Donc, vous découpez des carrés de papier de la même forme pour chaque enfant. Vous pourriez même les faire avec les petits ciseaux qui font des barres dentelées. Là. Il me semble qu'on serait dans la thématique. Donc, chaque enfant a son carré découpé avec un ciseau dentelé et chaque enfant peut illustrer un souvenir. Et vous allez faire une courte pointe, par exemple, au mur avec les différents souvenirs. Puis ça devient donc la courte pointe de l'amitié. Ils peuvent s'échanger leurs souvenirs, se raconter leurs souvenirs pour qu'on puisse aborder justement la question de ce dont on se souvient, comment on s'en souvient aussi, puis ce qu'on veut raconter aux autres. Je pense que ça pourrait faire une belle activité où vous pouvez partager avec les élèves puis apprendre à les connaître davantage aussi. Donc, Et pour faire un petit dérivé à cette activité-là, un souvenir, ce qu'on veut se rappeler, les lectures qu'on leur propose, donc les lectures pour le plaisir qui n'ont pas un but évaluatif, peut-être garder une photocopie en couleur de la couverture et faire une courte pointe de couverture. En juin, vous allez être étonné de la grosseur de votre courte pointe de couverture de livres qui ont été lus. Et puis, ça fait juste un rappel de regarder tout ce qu'on a lu pour le plaisir de lire. À la fin de l'année, c'est un peu étonnant. Puis, vous pouvez vous promener de classe en classe s'il y a plus d'une classe qui le fait. Oui, puis aussi, ça pourrait être intéressant que soit que vous fassiez une grande couverture pour tous les élèves de la classe ou que chaque élève ait sa propre courte pointe dans, par exemple, un cahier scrapbook ou un cahier où ils peuvent mettre les petites couvertures des livres qu'ils ont lus. Puis pour les élèves qui sont en apprentissage de la lecture, c'est une bonne façon aussi de revenir sur ce qu'ils ont lu au début de l'année. Par exemple, si au début de l'année, ils ont lu seuls Les Amis, puis que maintenant, à la fin de l'année, ils ont lu seuls un mini-roman, bien, peut-être qu'en lisant le mini-roman, ils ont eu de la difficulté à le lire parce que c'était plus long, plus difficile. Puis c'est un peu décourageant quand on a de la difficulté à lire quelque chose. Mais vous reprenez la courte pointe et tu dis, regarde au début de l'année, tu as lu Mes Amis, tu as trouvé ça difficile. Maintenant, si tu le relis, tu trouves ça facile. Donc, tu peux prendre la mesure des compétences que tu as acquises au cours de l'année. Ça permet à l'enfant de voir, ah oui, c'est vrai, il y a 6 mois, ça pour moi, c'était très dur, puis maintenant, c'est accessible. Donc, ce que je trouve très dur aujourd'hui, un jour pour moi, ce sera accessible. Ça donne un peu d'espoir aussi. Nicolas, merci de t'être prêté au jeu et de nous avoir parlé de souvenirs cousus. Quand on a la chance d'avoir les créateurs avec nous, c'est toujours très riche. Et bien, je te lance la balle alors pour la présentation de la prochaine collection d'ouvrages de fiction. Oui, alors, chez Zatis, si on suit un peu le lectorat, si on évolue avec le lectorat après la collection Clin d'œil, les jeunes commencent à savoir lire de plus en plus. Et il y a une collection qui s'appelle Tourne-Pierre avec des livres qui parlent de choses tout à fait variées. Ça peut être des sujets plus sociaux, ça peut être des sujets à la fois un peu plus éducatifs, mais toujours amenés de manière soit ludique, très humoristique, ou de manière qui fait réfléchir et qui fait vivre un paquet d'émotions. Anne Orjus a écrit un livre illustré par Camille Lavoie qui s'appelle Le livre de lettres. Et je vous présente ce livre en premier parce qu'on a fait une chouette activité avec des jeunes. Et je vous montre un livre qui parle de livres, ce que j'aime beaucoup. Un jour à la bibliothèque,
Juliette est occupée à regarder un livre d'images. Et là, elle n'est pas à la bibliothèque de l'école, elle est à la bibliothèque de sa ville. Et si vous regardez les livres qu'il y a par terre, on voit clairement la couverture de l'album Les Cadeaux et de la couverture de Pinochet, deux titres du catalogue d'Isatis. Après un moment, elle décide de suivre maman dans la section des livres pour les grands. Là, elle prend un livre au hasard, elle l'ouvre et elle dit « Oh, un livre de lettres! » Un livre de lettres? Oh, il n'y a que des lettres là-dedans, pas une seule image. Sa mère a dit « Oui, c'est vrai, les livres pour adultes sont souvent sans images. » La petite fille a l'air déçue puis tracassée, puis elle dit à sa mère « Mais comment tu peux savoir de quoi ça parle s'il n'y a pas d'image? » Oh! Et sa mère lui dit « Ben, ce sont les mots qui nous disent de quoi ça parle. » Puis elle dit « Non, non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de mots là-dedans, il y a juste des lettres. » Et sa maman lui explique « Un mot, c'est plusieurs lettres qu'on place ensemble. Les lettres L, U, N et E, toutes seules ne veulent rien dire. Mais quand on les met ensemble, elles forment le mot « lune ». Pour construire des mots, il faut placer les lettres les unes à côté des autres, de la gauche vers la droite. Comme ça, elle lui demande. Oui, mais on doit aussi les placer dans un certain ordre. E-N-L-U ou U-L-N-E, ça ne veut rien dire. Si on veut écrire lune, il faut les mettre dans cet ordre, L-U-N-E. Quand on lit le mot lune, on s'imagine la lune dans sa tête. C'est pour ça qu'on n'a pas toujours besoin d'une image pour savoir de quoi un livre parle. Si on lit les mots, l'oiseau est dans l'arbre, on pense à l'image d'un oiseau perché dans un arbre. Et vous voyez qu'on a vraiment pris la peine de mettre en rouge l'expression qui est illustrée sur l'autre page. Mais on pourrait aussi penser à une autre image, comme celle-ci par exemple, ou encore à une autre, comme celle-là. Dis-moi maintenant, quel mot est-ce qu'on pourrait utiliser pour décrire cette image? Avec ce livre, on a eu l'idée de faire l'activité qui s'appelle « Un éléphant cache bien des mots ». Si vous avez un papier devant vous et un crayon, écrivez le mot « éléphant ». Et c'est ce qu'on a fait avec des gens. Au tableau, là, moi, je fais le tour de mes caméras, je vais regarder ceux qui ont pris leur crayon. Bon. On avait écrit ce mot au tableau. Une classe dans laquelle il y avait encore un tableau à craie. Ce que j'aime encore. Puis ça faisait des années que j'ai eu le droit de prendre le craie, d'écrire le mot « éléphant ». Donc, le mot « éléphant », moi, je te dis qu'il cache plus d'une dizaine de mots. Là, les jeunes font quoi? Prends les lettres, parce que les lettres seules, c'est des lettres. Il faut les mettre ensemble pour qu'elles forment des mots. Dans le mot « éléphant », il y a le mot, si tu mélanges les lettres, je pourrais faire le mot « été ». Quelqu'un, oh, elle ne court pas vite, elle est lente. L-E-N-T-E. Pâle. Télé. Plante. Il y a plein de mots qui se cachent dans le mot éléphant. Et là, c'était un concours, c'est de savoir le jeune qui allait pouvoir en trouver le plus de mots en remélangeant les mots éléphant. Il fallait que ce soit des mots de 3 lettres ou plus. Ensuite, à chaque semaine, et ça tombait le vendredi, on faisait, et ça durait presque, ça durait très longtemps, là, ils en reveulent encore, puis ils vont le faire pendant toute l'année. À chaque vendredi, on refait l'activité le matin. Première chose, mais avec un mot différent. Combien de lettres se cachent dans le mot, tu prends n'importe quel, alligator, tu as un rat, tu peux faire un ro. Là, tu peux prendre le mot bibliothèque, tu peux prendre le mot jardinage. Quand on arrive à un mois, prends le mot Halloween au mois d'octobre ou Sorsa. Donc, c'est vraiment
un éléphant cache bien des mots est devenu, parce qu'on a épuisé le mot éléphant, est devenu une activité qui s'appelle maintenant tout un bazar de lettres. Mais je vous le dis, les jeunes, ils trippent parce qu'ils voient un petit concours amical. Voilà ce qu'on a fait avec le livre de lettres de Anne-Laure Juste. Maintenant, je les mets où tous ces livres quand j'ai fait pour les mettre ici? Je vais faire vite. Je vois le... Oh, ben non, on est correct. Émilie Demers, c'est une autrice que j'aime bien, mais Élodie Duhameau, c'est une illustratrice que j'aime vraiment beaucoup. Et ils nous reviennent avec ce livre qui s'appelle La chasse aux tâches tenaces. Alors, Damien, pas de chance. Pendant un dimanche, en mangeant des spaghettis, il échappe de la sauce tomate sur son gilet favori et il veut le jeter à la poubelle. Sa sœur lui dit « Tu vas voir mon frère avec les erreurs, moi je sais quoi faire », affirme Dominique, sa petite sœur, en regardant Damien avec candeur. À l'école, quand je ne peux pas effacer quelque chose, je dessine par-dessus un gros cœur rose. Que tu es chanceux, mon frère adoré, c'est le plus beau cœur que j'ai jamais dessiné. Damien la remercie, mais il y en a assez. Il va mettre ce gilet à la poubelle, c'est décidé. Toute la famille s'y oppose aussitôt. Attends, nous n'avons pas dit notre dernier mot. Fais-moi confiance, Perrault. Je vais l'arranger ton tricot, lance soudainement son grand frère Frédéric en sortant d'un sac toutes sortes de produits chimiques. Je connais très bien la chimie et la physique. Je vais faire une expérience scientifique. Oh, regarde comme c'est spécial, j'ai fait apparaître des étoiles. Damien le remercie, mais il est si désespéré qu'il ne prend pas la peine de l'admirer. Il n'y a pas de souci, mon petit, lui dit sa mère. Si je fais un peu de couture, tu oublieras ce petit incident, j'en suis sûr. Magnifique, j'en crois pas mes yeux, le résultat est fabuleux. Damien la remercie, mais ne regarde même pas, convaincu que le résultat lui déplairait. Juste avant de tout abandonner, Damien accepte de regarder le gilet. Avec étonnement, il s'aperçoit finalement que ce chandail est vraiment extraordinaire. Parce qu'avec la touche magique de chaque membre de sa famille, regarde ce que le gilet est devenu. Tu veux voir, hein? Eh bien, je ne te le dis pas tout de suite. À l'école, lundi matin, tous les élèves se sont rassemblés autour de Damien. Un chandail comme le sien, ça ne se vend pas dans les magasins. Certains enfants sont curieux, admiratifs, d'autres sont moqueurs ou interrogatifs. Alors Damien leur décrit comment les taches de sauce à spaghetti se sont transformées grâce à sa famille chérie en une magnifique galaxie. Et là, si je reviens à la page que je viens de vous lire, ici, on ne le voit pas encore de quoi il y a de l'air, le gilet de Damien. Ici non plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure du dîner le lendemain, un étrange hasard survient. Une odeur de sauce tomate envahit l'école du deuxième étage jusqu'au sous-sol. Les enseignants se demandent pourquoi autant d'enfants ont des spaghettis dans leur plat. Damien, lui, comprend ce qui a causé ce mystérieux événement. Parce que tous les enfants vont vouloir que leur famille font ce qu'ils ont fait sur le gilet de Damien. Le gilet de Damien, ah oui, tu vas le voir dans l'histoire, mais je ne t'ai pas montré la page. Ça aussi, c'est créer un moment de lecture, d'hésiter quand on le dévoile. Je suis arrivé jusqu'à la fin de l'histoire, mais je ne vous ai pas dévoilé la page où on montre le gilet de Damien. Là, on pourrait peut-être s'inspirer de ce que les gens de la famille ont dit. Il y a des gens de la famille qui ont dit « Moi, je vais dessiner un cœur par-dessus. Moi, je vais avec une expérience chimique. Il y a des étoiles qui sont apparues sur ton gilet par-dessus la tache. » On a des indices de quoi ça peut avoir l'air, mais de quoi il a l'air réellement? Peut-être avant de le dévoiler, demander aux jeunes de le dessiner, ce qu'eux, ils pensent, et on compare avec ce que l'illustratrice avait fait. Toujours dans la même collection, Daniel Chaperon a écrit un livre qui s'appelle « Le secret ». J'ai lu plus d'une fois, et c'est là que j'ai compris comment c'était brillant, parce que ça commence ainsi. Non, en fait, quand on commence un livre, on monte la couverture. Le secret. Les gens voient deux filles qui semblent complices. Du moins, c'est ce qu'on voit. Mais voici la première page du livre.
Grrr. Tout est fichu. Le monde entier connaît mon secret le plus secret. Et Zoé Laforêt est désormais mon ennemi juré. Zoé Laforêt, ennemi juré. Mais c'est la page 1. Alors que la couverture montre ça, la première page nous montre ça. Pourtant, jusqu'à la semaine dernière, nous étions les meilleurs amis de l'univers. Nous faisions tout ensemble. Oui, nous étions inséparables jusqu'à cette horrible journée, la journée où Zoé m'a trahi. Zoé, ma Zoé, mais pourquoi? Tout a commencé pendant la récréation. J'avais un très gros secret qui me chatouillait la langue. Juré craché, je ne dirai rien, m'a dit Zoé. Motus et bouche cousue. Mon secret concernait X. On se dit ça doit être une personne, une chose, on le sait pas. Mais elle dit, je l'ai su dès la récréation suivante lorsque j'ai senti tous ces regards sur moi. Que se passait-il? On chuchotait, on me pointait du doigt. Mon secret n'était plus un secret. J'étais devenue si transparente qu'on pouvait voir à travers moi ou accélérer quand je pensais à X. J'ai crié le nom de Zoé Laforêt et elle s'est tournée vers moi. Ma colère s'est mise à gronder et gronder. Adieu, Zoé Laforêt, tu m'as trahi. Bon. La cloche a sonné, je suis montée à ma classe avec le reste du groupe. Je suis allée m'asseoir et j'ai posé ma tête sur mon pupitre. Mon secret n'est plus un secret, j'ai plus de meilleur ami. Chaque fois que Zoé Laforêt essaie de m'approcher, je passe mon chemin. Bras dessous, nous nous arrêtons en plein milieu de la cour d'école. Nous levons la tête. Chacun a l'air occupé. Les élèves courent, sautent, rient. Peut-être, je sais pas. D'autres secrets ont-ils remplacé le mien? Peut-être, chose certaine. Zoé me regarde et nous rigolons. Nous allons jouer. C'est ce que nous faisons de mieux. Et nous revoilà seuls au monde, seuls dans notre jardin merveilleux. Hop là, il manque de quoi mon histoire, hein? Là, elle est passée de détester son ami qui l'a trahi à cette page où est-ce qu'on les voit, bras dessus, bras par-dessus les épaules. Oui, j'ai sauté des pages. Entre la dernière page que je vous ai lue, où même si son ami Zoé tente de l'approcher pour s'expliquer, elle quitte, elle ne veut rien savoir. L'autre page que je vous montre, elles sont encore les meilleures copines du monde. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces pages-là? C'est ce que je demande aux jeunes, avant de leur révéler la vraie version. Comme ça, le livre peut durer longtemps. On peut revenir à l'histoire. Donc, on peut faire une activité de rédaction, ensuite une mise en commun. On va voir, si on a 20 élèves, on va avoir 20 versions différentes. Ensuite, on découvre la version de l'auteur et on voit s'il y a un élève qui a pensé la même chose. L'importance des extraits que j'ai ciblés, c'est aussi pour vous montrer qu'une activité a une durée. On a tant de temps pour faire quelque chose. Et parfois, en lisant d'avance et en ciblant les extraits qui sont pertinents pour l'activité en question, la durée va être écourtée puis va devenir suffisante pour le temps qui nous est alloué. Avez-vous remarqué la diversité dans le livre? Pas tant, mais regarde, je vous remonte la couverture. Et c'est ça qui est brillant maintenant dans la littérature jeunesse, quand le livre est bien édité, a été bien suivi et dirigé, c'est que l'inclusion fait partie intégrante du récit de fiction, mais le récit de fiction ne tourne pas autour de cette diversité-là. Donc, c'est ça le tour de force, je pense, de plus en plus avec les livres. Et quand je vous montrais la couverture et que la première page, c'était avec tout est fichu, nanana, avec les jeunes, faites-les rédiger une histoire en commençant mal. Il faut que l'histoire commence mal et qu'elle soit le contraire du dénouement qui va être la fin. Est-ce que tu permets, oui, merci. Nico? Je ne sais pas si tu avais prévu en parler, mais je voudrais, parce que notamment avec ce livre-là, je vais juste, si vous permettez, prendre une seconde pour vous mentionner, tout en partageant mon écran, que sur le site web de la maison, je suis en train de te vendre des punchs, là? Non, pas du tout. Okay. Sur le site web de la maison de Lisatis, donc lorsque vous allez dans la section « Nos livres »,
vous avez là tous les ouvrages qui sont là. Et tous les livres de la collection Tourne-Pierre, donc les livres que Nicolas est en train de vous présenter, sont accompagnés d'une fiche pédagogique. Puis, si je vous montre rapidement la fiche pédagogique, vous allez voir, c'est des fiches qui sont très, très détaillées, faites par des professionnels de l'éducation. Donc, vous avez la découverte du livre. Donc, en regardant l'ouvrage, là, on vous invite, avant même la lecture, à découvrir le livre. En deuxième étape, après avoir lu le livre, on peut répondre à quelques questions, qui sont les personnages principaux, etc., les actions. Et ensuite, une activité de discussion. Vous pouvez continuer l'histoire en rédigeant une suite ou en parlant de ce qui vous est déjà arrivé qui serait, bien, on parle aux enfants, là, similaire. Puis ensuite, vous avez les réponses là, aux différentes questions. Et après, vous avez des activités. Donc, une activité sur les classes de mots pour en deuxième année du premier cycle ou deuxième cycle du primaire. Vous avez une activité donc sur les classes de Anne-Marie, mots. excuse-moi, mais là, on ne voit pas encore la fiche pédagogique. Hein? Ah, je vous ai partagé l'écran, puis qu'est-ce que vous voyez? On voit encore juste la page de l'argumentaire. Ben voyons donc, heureusement que tu me l'as dit. J'ai mal fait mon partage. Attendez. Partager, comment on fait pour... Là, ça ne partage plus, c'est ça? Exact. OK. Pardon, c'est parce que ça a ouvert dans une autre fenêtre. Alors, on revient en haut ici. Vous avez la fiche, je vous ai parlé de l'étape 1, découvrez le livre. Étape 2, amusez-vous après avoir lu le livre avec des questions de compréhension. Étape 3, discuter de l'histoire. Étape 4, continuer l'histoire un peu plus loin. Donc, c'est tout ce que je viens de vous décrire. Les réponses aux différentes étapes. Puis ensuite, vous avez donc des activités, une activité sur les classes de mots. Elle est toute rédigée, toute expliquée avec du matériel que vous pouvez imprimer pour que les élèves le remplissent. Vous avez une autre activité ici pour parler, je ne vois pas très bien mon écran, là, pour parler voici une activité, je ne vois pas ce qui est écrit, voici une activité pour parler de tous les secrets, les bons et les mauvais. Voilà. Alors, vous avez ici l'activité sur les secrets avec encore le document à remplir. Vous avez les secrets à garder, les secrets à briser, parce que oui, on va beaucoup valoriser que les élèves gardent des secrets, mais des fois, il y a des secrets qu'il faut dire. Avec encore une fois des questions sur les secrets, donc qui vont permettre de développer aussi la pensée critique des jeunes, parler en éthique et culture religieuse, etc., etc. Donc, puis à la fin, vous avez des outils d'évaluation aussi pour les activités qui vous ont été proposées. Donc, je voulais juste le mentionner, c'est le cas pour tous les livres de la collection Tourne-Pierre. Donc, imaginez le travail qu'il y a derrière ça pour vous faciliter la tâche avec ces ouvrages-là. Absolument. Puis ça, on le répète, mais il faut en parler de plus en plus qui est disponible sur les sites des maisons d'édition, surtout les fiches pédagogiques. Elles sont parfois peu utilisées, parfois méconnues. Pourtant, comme vous voyez, elles sont riches de par leur contenu, vraiment de par leur diversité. Et ma foi, elles sont quand même étoffées. Donc, elles peuvent aussi vous inspirer pour des activités si vous ne voulez pas vous en servir telles quelles. Peut-être qu'il y a certaines questions qu'on pose dans la fiche pédagogique qui vont peut-être vous dire « Ah, juste cette question-là, je pourrais faire une activité complète d'une semaine avec et vous pouvez surfer là-dessus. » Inspirez-vous. Ce qui est génial aussi avec la collection, c'est que Angèle n'est pas que directrice de la maison et éditrice, elle est aussi autrice. Et ce que j'aime avec Angèle, c'est ses histoires. On peut l'écouter parler là, pendant des heures. Et elle nous arrive avec une vraie histoire. Et c'est vraiment étonnant. Là, Donc, Émile et sa poulette, basé sur une histoire vraie. C'est rare qu'on voit ça dans les enfants. Par Angèle Delaunoy, illustré par Félix Girard. Émile et sa poule étaient nés presque en même temps au printemps. Poulette était alors un tout petit poussin doré et Émile un tout petit bébé frisé. Lorsque Émile apprit à marcher, Poulette était capable de se percher sur la plus haute cage du poulailler depuis belle lurette. Émile avait juste 10 dents. 4 en haut, 6 en bas.
quand il commençait à accompagner Papy Michel, le maître du jardin, dans sa tournée d'inspection du poulailler. Tout comme son papy, Émile donnait des grains de maïs aux volailles, mais il avait une préférée dans le poulailler, une petite poule blanche qui l'accueillait toujours en battant des ailes. Il l'avait baptisée Poulette. Au fil du temps, Émile et Poulette devinrent de grands amis. Poulette se perchait dans les bras d'Émile et chaque jour, ils faisaient ensemble le grand tour du jardin jusqu'au framboisier. Grâce au coco de Poulette, Émile grandissait à toute vitesse. La poule, elle, restait toujours de la même taille. Un œuf par jour, c'était beaucoup pour une petite poule. Elle vieillissait aussi bien plus vite qu'Émile. Bientôt, elle commença à ne pondre qu'un œuf tous les 2 jours, puis tous les 3 jours, puis juste une fois par semaine, puis plus du tout. Papy Michel se demanda alors ce qu'elle allait faire de cette poule qui était rendue inutile. Mamie Martine s'est dit qu'il pourrait la manger le dimanche suivant, rôtie, entourée de petits oignons et de pommes de terre. Émile, il est comme particulier. Ses oreilles traînent un peu partout, par hasard. Il est tout le temps en train d'écouter où il devrait peut-être pas. Il entend par le plus grand des hasards cette conversation et il dit « Quoi? Manger ma poulette? Mais c'est incroyable, abominable et surtout inconcevable. » Donc, Émile n'avait pas dit son dernier mot. Si on ne voulait plus de sa poulette, mais c'est parce qu'on ne voulait plus de lui non plus. Un matin très tôt, il se glissa dans le poulailler, attrapa Poulette par une aile et il la cacha dans son sac, puis il s'en alla. Au petit déjeuner, le problème, c'est qu'Émile avait bel et bien disparu et Poulette aussi. On les chercha partout, dans le jardin, chez les voisins, dans le verger, même sous les framboisiers. Maman se mit à pleurer et papa appela la police. Là, ça devient sérieux. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà fugué quand vous aviez l'âge d'Émile. Mais tu sais, tu te rends au coin de la rue, puis mais tu sais, tu as quand même fait une valise. Puis le contenu, mais c'est toujours très rigolo. Bon. On retrouve Émile quand même à 3 km de la maison. Il faisait une pause sur le bord de la route en partageant des croûtes de pain et en discutant avec sa poulette blanche. On les ramena tous les deux à la maison sur le champ et il eut beaucoup d'explications de part et d'autre. Mais le plus important, c'est que depuis ce jour, on ne parla plus jamais de manger poulette. Tout le monde avait compris le message. Émile est devenu le héros du poulailler et Poulette a fini tranquillement sa vie dans le beau jardin de Papy Michel. Donc, Émile et sa poulette sont nés la même saison. Est-ce que vous vous rappelez laquelle? Bon, je vois, je vous prends, quand je prends des hochements de tête, c'est parce que bon, au printemps. Et qu'est-ce qu'Émile et son papy donnent à manger aux volailles? Des grains de maïs. Là, vous êtes d'une intelligence supérieure, je le vois d'ici, donc j'ai répondu pour vous. Pourquoi je fais ça? Parfois, je pose des questions, que j'appelle des questions de participation. Si j'ai un groupe, puis la première page où c'était la question en quelle saison sont nés le petit Émile et sa poule, si aucun de mes jeunes peut répondre, je peux aussi me poser des questions en tant qu'animateur. Est-ce que j'ai lu trop vite? Est-ce que j'ai bien articulé? Est-ce que j'ai pris assez de temps pour laisser les jeunes observer l'illustration pour que dans leur cerveau, le texte que je leur dis à voix haute et l'illustration, ça se connecte ensemble? Et avant de passer à un autre livre, ben, on va revenir sur cette page-là. Je pense que c'est le plus important, c'est que si ça n'a pas été saisi, on peut prendre le temps de revenir dessus. Alors voilà, la collection de Tourne-Pierre, comme je vous disais, aborde des sujets de toutes sortes. Comme c'était le cas avec un livre qui est paru il y a quelques années, illustré par François Teasdale et écrit par Carrie Lynn Winters, et ça s'appelle Pain doré. Et ça aussi, bon, tiens, là on va tomber dans la nourriture, j'aurais peut-être même un lien. OK. Voici Nanma. Nanma, c'est la grand-maman de Fanny.
Même si Nanma est aveugle, elle voit des choses que les autres ne peuvent pas voir. Pendant la fin de semaine, je suis son guide dans la ville. Aujourd'hui, en se rendant au parc, il y a des gamins de l'école qui jouent pas loin. Et il y en a un qui lève la main et qui me lance « Hey, salut, pain doré! » Et là, je tire sur la manche de Nanma. Je dis « Viens, 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 le parc n'est pas loin. » Et près d'un banc, elle m'arrête et elle dit « Est-ce qu'il t'appelle ainsi à cause de ton accent? » Si c'était quelqu'un d'autre qui me le demandait, je crierais « Hey, ça ne te regarde pas. » Mais avec Nanma, c'est différent. Je tripote la fermeture éclair de mon chandail et je dis c'est un peu aussi à cause de ma peau. Et Nanma, elle me dit ah, c'est drôle, hein? Moi, je n'ai jamais vu les couleurs de peau. Je ne sais pas c'est quoi la différence. Dis-moi, la tienne est de quelle couleur? Puis là, elle ne sait pas trop quoi répondre. Et je lui dis, ben la mienne, elle est comme du thé après y avoir ajouté un nuage de lait. Nanma hoche la tête et elle dit, ah, chaud et délicieux. Je guide Nanma jusqu'à un C'est parce qu'il y a une classe qui est venue, puis je ne voulais pas qu'il fouille dedans. Nous croisons une fille de l'école. Je ne connais pas son nom, mais elle sourit tout le temps. Nanma dit, on m'a dit que la couleur de peau de ta maman, que ta maman, elle était blanche. Et là, je réfléchis, je me dis, bah, elle est blanche, mais elle n'est pas blanche comme la mère est blanche. Il n'y a personne qui est blanc comme la mère est blanche. Non, ma mère, elle n'est pas vraiment blanche comme ça. Je pense qu'elle est comme un yogourt à la pêche. Nanma me sourit, elle me dit, ah oui, sucré et tout aussi délicieux. Puis là, elle pense à son père et elle dit, moi, mon père, il est comme un morceau de pain aux bananes bien chaud et tendre. Puis, après un moment, Nanma tape doucement sur ma jambe et dit, on ne m'a jamais expliqué les couleurs de cette façon avant. Et Fanny lui dit, ben, c'est à ça que servent les guides. Nous repassons devant l'école où jouaient les gamins. Nanma me demande, que prendras-tu pour le petit déjeuner, mon petit sucre à la crème? Et là, je réfléchis. Et en réfléchissant, Nanma me demande, mais j'oubliais de te demander, moi, je suis de quelle couleur? Oups. Et ça, c'était la question que Fanny ne voulait pas entendre. Et justement, Fanny lui dit, toi, Nanma, attends, je vais le trouver que c'est. Elle dit, tu es comme du sirop d'érable que l'on verse sur du pain doré. Alors, pendant qu'ils sont au parc, ils parlent. Alors, quand Nanma lui demande qu'est-ce que tu veux comme collation, devinez ce que Fanny va répondre. Du pain doré. Elle va avoir aussi la chance de recroiser les jeunes de son école. Et il y a une petite fille qui va l'appeler, qui va dire hey, Fanny, est-ce que tu pourrais me lancer mon frisbee? Puis Fanny va dire ah, tiens, elle connaît mon nom. Donc, elle va aussi se rapprocher avec ça. L'idée, c'était de parler, et ce livre-là, ça fait quelques années qu'il est sorti avant qu'on était si inclusif dans les livres pour enfants, dans les albums jeunesse. Alors qu'ici, on voit que la famille, elle est belle, elle est diversifiée, c'est ce qui en fait la richesse. Mais ce n'est pas facile à saisir. Parce que là, demander aux jeunes, et même la grand-mère de Fanny va lui dire est-ce que tu peux me décrire tes amis? Puis elle va décrire ses amis, mais de façon très particulière. Elle va dire il y en a un que sa peau, c'est comme de la noix de coco grillée et l'autre miel à la cannelle. Et elle va les décrire comme ça de manière très sucrée. Ce qui demeure très abstrait. Donc, avec les jeunes, pour qu'ils comprennent un peu les propos du livre, on a fait l'activité Ma famille comme une pizza. D'avance, ben, en fait, on avait des assiettes en carton, mais très, très minces, donc très malléables, qu'on peut colorier dessus. Chaque jeune avait donc une pizza, l'assiette en carton, et il devait, déjà c'est mathématique, séparer en nombre de pointes sa pizza en parts égales qu'il y avait de gens dans sa maison, incluant lui ou elle. C'est-à-dire, moi, maman, soeur, frère, c'est juste ça. Moi, maman, papa, c'est juste ça. Moi, maman, grand frère, si c'est juste ça. Vous me suivez.
Ensuite, il fallait que chaque personne de sa famille soit représentée par un ingrédient de la pizza. Mais quand on dit une pizza, c'est pas obligé d'être une pizza. C'est-à-dire que tu représentes ce que tu veux, ta famille, comme un aliment, mais nous, on a séparé ça comme ça. Plusieurs enfants, en fait, la moitié des enfants ont pris ça pour du cash quand on a dit pizza, donc ils ont mis « Ah, mon frère, c'est les oignons, moi, je suis le champignon, ma maman, le pepperoni, mon papa, le fromage. » Mais les autres, on a eu des réponses étonnées. Donc, tu en as une qui a dit « Ben moi, à la maison, c'est moi, mon frère, maman. » Fait que j'ai dit « Ça, c'est quoi? » Fait qu'elle avait décortiqué un pâté chinois. Elle dit « On en mange au moins une fois semaine. » Donc, il y en a un qui c'était le blé d'Inde, l'autre les patates pilées et l'autre le steak haché. Mais je te le dis, un jeune qui dessine du steak haché, il faut vraiment que tu te concentres pour savoir que c'est du steak haché. En tout cas, il faut que tu te le fasses expliquer parce que sinon, ça ressemble à on se doute quoi. Il y en a une, elle avait décortiqué une tagine, tout ce qu'elle est dans une tagine parce qu'eux, ils étaient 7 à la maison, puis elle avait trouvé vraiment 7 ingrédients allant jusqu'au pruneau. C'était super beau. Et il y avait toujours des jeunes, ceux qui ont fait une pizza, donc qui avaient vraiment qui avaient vraiment fait une pizza, avaient toujours mis un ingrédient dégueulasse comme des vers de terre ou des crottes de nez sur une pointe de pizza. J'ai dit, mais pourquoi? Et puis, cette pointe de pizza représentait tout le temps la même personne de la famille. C'était toujours un frère ou une sœur qui écopait de l'ingrédient dégueulasse qui était représenté comme un ingrédient un peu plus wash. Et ça, je trouvais ça génial parce que ça, c'est vraiment ça, une famille. C'est là le grand frère ou la grande sœur, souvent, c'est un peu wash. Alors, on a pu en faire quelque chose d'amusant et on a pu replonger dans Pain Doré pour vraiment comprendre le sujet du livre. Je vais, si tu permets, Marie, faire un saut dans la prochaine collection. Je suis le lien. Ensuite, je te laisse la parole pour le temps qui nous reste. La collection, la maison d'édition Isatis nous amène aussi une collection qui s'appelle Point Doc, donc des documentaires. Vous savez, il y a des jeunes qui trippent documentaire plus que fiction. On va avoir la chance d'y revenir pendant la journée. Le documentaire que je vous présente s'appelle Sucré, salé, poivré. Donc, on reste dans le domaine de l'alimentation, mais cette fois-ci, on fait vraiment un tour du monde et un tour de l'histoire et de légende. Les produits avec lesquels on cuisine chaque jour, le sel, le poivre, le sucre, le gingembre, le piment, le chocolat, le café, thé, vanille, cannelle, comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'à notre cuisine? Alors, on vous présente la table des matières ici, avec le sel, le poivre, le piment, la moutarde et j'en passe. Et on vous dit qu'est-ce qui peut nous faire voyager jusqu'à l'autre bout du monde sans avoir besoin de s'y rendre. Moi, je vais vous dire ma réponse, les livres. Oui. Mais aussi ce qui se trouve dans notre assiette. Ou plutôt ce qui agrémente ce qui s'y trouve. Les épices, les condiments et les aromates. Les rayons des épiceries, les tablettes des armoires de cuisine en sont remplis. Que ce soit sur la table, sur la peau ou dans notre environnement, leurs effluves et leurs saveurs exotiques nous accompagnent au quotidien. Chaque fois que notre palais se réjouit d'une saveur ou d'une odeur, c'est un peu le monde et son histoire que nous goûtons. Et on commence avec le poivre. Et on vous montre la route des épices. Cette expression désigne les différentes voies utilisées pendant des siècles pour apporter d'Orient toutes sortes d'épices. Les routes terrestres suivies par les caravanes, ainsi que les voies maritimes ouvertes par les explorateurs et suivies par les navires des marchands. Mais d'où vient le poivre? Récolter le poivre nécessite beaucoup de soins. Le poivrier noir est une liane grimpante qui aime les climats tropicaux. Sur cette liane, des épis floraux produisent des petites baies rondes. Et le poivre, il y en a tout ça. C'est vraiment comme le vin, hein. Les huiles d'olive aussi, il y en a tellement de ça, mais le poivre aussi. Super intéressant. Lorsque la baie est encore verte, c'est le poivre vert. Lorsque la baie est presque à maturité, c'est le poivre noir. Lorsque la baie est complètement mûre, c'est le poivre rouge. Et lorsqu'on enlève l'enveloppe qui protège la baie complètement mûre, c'est le poivre blanc. Et le poivre gris dans tout ça, tu sais, ce qu'on trouve un peu dans un restaurant, tu as la salade, tu as le poivre vert, puis c'est toujours un peu gris. Mais on vous répond. On ne le trouve qu'en poudre. C'est tout simplement du poivre noir moulu. Pourquoi est-il gris alors? Quand on moule le poivre noir, son écorce se mélange à la baie qui est blanche. Mélanger du noir et du blanc, ça donne du gris aussi simple que ça. Aujourd'hui, le poivre n'a plus la même valeur, mais sa réputation est encore solide.
C'est une des épices les plus utilisées. Il est présent dans beaucoup de recettes de l'entrée jusqu'au dessert. On vous parle de différentes sortes de poivre et on a toujours des encores avec des faits étonnants. Et ici, on apprend que c'est dans la section des bonbons à effets spéciaux que Harry Potter découvre les gnomes au poivre qui font souffler de la fumée. Quand même pas rien. Et on vous parle vraiment que longtemps, le poivre avait vraiment été utilisé comme monnaie d'échange. Donc, chaque condiment, comme le piment ou chaque légume, va être expliqué sur 4 pages, donc 2 doubles pages, et regardez comment c'est brillant, la séparation du texte-image. Chaque court paragraphe introduit une nouvelle notion ou une nouvelle information pour le jeune. Alors que si on avait mis toutes les illustrations ici et tout le texte en continu ici, il y aurait eu trop d'éléments nouveaux que le cerveau n'aurait pas capté, qu'à la fin de la lecture de ce long paragraphe, le jeune aurait retenu peut-être 30% de ce qu'il vient de lire. Vraiment pas plus, je vous le dis. Et à la fin, on a un lexique des mots qu'on a vus qui était suivi d'un astérisque dans le livre, comme acériculture, agave, astrolabe, aztèque, bourgeon, caféine, bon, j'en passe, vous aurez la chance de le lire. Avec ce livre, l'activité qu'on a pu faire, c'est maintenant qu'on a fait un tour du monde des épices, des condiments et des aromates de manière historique et à travers des légendes. Là, on va faire un tour du monde à travers les boîtes à lunch. Donc, les jeunes étaient en équipe et heureusement, on a fait ça dans 2 écoles où les parents participaient beaucoup. Les jeunes devaient choisir un pays et on avait, sur 2 semaines, on faisait des recherches. Les jeunes devaient dessiner le drapeau du pays, trouver certaines caractéristiques, c'est-à-dire la population, le climat, quelque chose d'autre. Et à la fin de ces 2 semaines-là, les jeunes avaient le temps de se préparer. On allait dans la cafétéria où il y avait des boîtes en carton. Les jeunes plaçaient le carton qui représentait le drapeau dessiné du pays. Et on se promenait de table en table et les jeunes avaient préparé avec les parents une collation. Donc, si j'étais en Corse, qu'est-ce que je retrouvais dans la boîte à lunch d'un jeune étudiant de leur âge? Si j'étais au Japon, qu'est-ce que je trouverais dans la boîte à lunch? Évidemment, le but, ce n'était pas de nourrir tous ces jeunes, c'était juste de montrer ce qu'on pourrait voir. C'était vraiment fascinant, étonnant, comme quoi la nourriture, ça rassemble. Les jeunes aiment en parler, ils aiment en manger et maintenant, ils peuvent en lire. Dans la même collection, et là, je laisse la parole à Anne-Marie qui va pouvoir vous en parler plus longuement de d'autres titres. La nouveauté est J'aime ma ville. Qu'est-ce qui existe depuis au moins 4500 ans? Les villes. Qu'est-ce qui regroupe plus de la moitié de la population mondiale? Les villes. Ça, c'est un outil impressionnant qui va vous dire depuis quand les villes existent-elles, comment est-ce qu'on estime la population d'une ville, les banlieues, pour ceux qui les aiment et ceux qui les détestent. Il y en a pour tout le monde dans ces 2 pages-là, c'est génial. Qu'est-ce qu'on fait des eaux usées, ainsi que la récupération, l'écologie, l'environnement, et j'en passe. Et surtout, la richesse de la culture dans les villes et l'accès à cette culture qui commence à s'étaler de plus en plus à travers les centres urbains, qui commencent à s'étaler eux aussi. On vient d'apprendre hier ou avant-hier que le livre est finaliste au prix Roberval. Alors, je vous invite vraiment à le découvrir. Et puis, il y a d'autres livres de cette collection-là qui sont un peu dans la même veine et je laisse Anne-Marie vous les faire découvrir. En fait, moi, il m'en restait un à présenter dans cette collection-là, parce que celui que tu viens de présenter, c'est de France Desmarais, Richard Adam et illustré par Yves Dumont. Et puis, celui que moi j'avais, c'est un livre de Jacques Pasquet, illustré par Yves Dumont, qui s'appelle Notre environnement. Donc, ce sont des livres, vous allez voir, qui sont complémentaires les uns avec les autres, parce que bien sûr, quand on parle de la ville, bien, on parle aussi d'environnement parce qu'il faut gérer les différentes réalités environnementales dans une ville. Eh bien, dans notre environnement, bien, on parle peut-être un peu plus des sujets qui vont être plus globaux au niveau de l'environnement. C'est-à-dire qu'on commence avec l'eau. Ensuite, chapitre 2, on s'en va vers l'air. On poursuit avec le sol. Ensuite, l'énergie. Le climat. Alors, vous voyez, on commence avec des sujets
qui paraissent peut-être plus simples, ou je dirais, ne sont pas nécessairement plus simples, mais sont peut-être plus connus, plus identifiés par les jeunes. Après qu'on ait parlé du climat, bien, on va parler, entre autres, des effets qui sont liés au réchauffement climatique. Hein. On sait que dans l'actualité, on a beaucoup parlé des effets du réchauffement climatique dernièrement avec les différentes catastrophes naturelles, notamment tout ce qui vient d'arriver dans les Maritimes et aux îles de la Madeleine. Là. Si on regarde juste l'illustration ici, on peut déjà faire un lien avec ce qui s'est passé dans l'actualité cette semaine, cette tragédie. Et on termine, et ça me fascine, avec l'avenir, parce que c'est bien beau de faire un portrait de la situation actuelle, mais maintenant, pour préserver l'environnement, qu'est-ce qu'on fait? Chacun des chapitres est divisé, je dirais, grosso modo de la même façon. Ce n'est pas toujours identique, mais on va avoir de quoi il s'agit. Par exemple, l'air, qu'est-ce que c'est? Comment c'est composé, donc la composition de l'air. Quel est son rôle et qu'est-ce qui menace cet élément-là? Donc, que ce soit l'air, le sol, au niveau de l'énergie, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des énergies propres, etc. Puis, à la fin, bien, comme je vous disais, l'avenir, ça nous présente, entre autres, dans un encadré ici, des solutions d'avenir ou des initiatives prises par des citoyens ou par des groupes de citoyens pour préserver l'environnement. Vous voyez, hein, c'est un texte, comme la ville, là, J'aime ma ville que Nicolas vient de montrer, c'est un ouvrage documentaire où il y a énormément d'informations. Les informations ont été vérifiées, contre-vérifiées. Il y a vraiment un travail très rigoureux qui se fait au niveau du documentaire chez Isatis. Moi, avec un ouvrage comme celui-là, ce que je vous proposerais, c'est de, évidemment, prendre connaissance de l'ouvrage. J'ai mis les onglets ici pour montrer qu'il y avait six sujets principaux. À mon sens, c'est 6 semaines qui sont déjà comblées. Là, on pourrait s'intéresser à un des sujets pendant une semaine complète. Et ensuite, la 7e semaine, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme individu? Donc, surtout en s'inspirant des pratiques innovantes et d'avenir, quelles sont les solutions inspirantes qui ont déjà été faites? Trouver d'autres solutions inspirantes qui ont été faites et qui ont été menées à bien. Puis après, quels seraient nos 3 gestes inspirants qu'on pourrait poser? Ça pourrait être 3 gestes qu'on pose individuellement ou encore 3 gestes qu'on pose en groupe. Puis aussi, ce que je me disais qui pourrait être, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'éco-anxiété, on sait que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les jeunes, puis je me disais qu'une façon peut-être de rendre tout ça plus accessible, ça serait de se faire une liste de gestes inspirants, mais une liste parmi laquelle les jeunes pourraient piger. C'est-à-dire que pour commencer à poser des gestes inspirants pour l'environnement, ce n'est pas nécessairement de tout faire la même semaine. C'est de commencer en faisant un geste puis de l'intégrer. Puis je me dis que si on est 15 ou 18 ou 19 ou 20 dans la classe, puis que chaque enfant prend un geste inspirant, on a déjà une vingtaine de gestes qui vont être posés. Et après ça, on peut les échanger, on peut en ajouter un 2e geste à poser une autre semaine. Donc, comme ça, pour que ce soit moins une montagne insurmontable là, à franchir. Donc, c'est un très beau documentaire que je vous invite à découvrir, mais en relation aussi avec les autres. Puis, il nous reste 4 minutes. Nicolas, on avait 2 autres ouvrages qu'on voulait présenter dans la collection Tourne-Pierre. Donc, si tu permets, je ferais juste les montrer peut-être pour que les gens soient au courant. Ils se trouvent dans la bibliographie. Ou si tu veux les montrer, je ne sais pas. Moi, ils sont à l'endos. Je ne sais pas si tu es Vas-y, alors évidemment, je vois que tu as le Ophélia là, devant toi. On pourrait peut-être en parler. Alors, l'histoire d'une petite fille aveugle qui va, grâce à son grand frère, découvrir les couleurs et qui se rend compte que même si elle ne peut... Et ça se passe sur 1 an, donc on commence, elle a 6 ans, on termine, elle a 7 ans. Et sur 1 année, elle va découvrir, grâce à son frère et différentes activités, le bonheur, le courage grâce à la couleur bleue, le bonheur avec le jaune, l'orange, et on y passe. Avant d'aller plus loin, donc vraiment, il y a un lien à faire avec ce livre et le livre Clin d'œil aussi de Paul Martin. Et je vois qu'il y avait une main levée, donc sans plus tarder, je pense qu'on pourrait oser. Je pense que c'était Monique qui avait levé la main. Ou peut-être qu'elle s'étirait la main de manière virtuelle. La main, si vous voulez prendre parole, ouvrez votre micro, Monique. Oui. Oui, bonjour, je m'excuse. C'était juste le livre qui a précédé J'aime ma ville.
il parlait du poivre et de toutes les informations d'origine. Juste, j'ai pas Alors, vu le temps d'avoir le titre. Merci. sucré, salé, poivré. Merci. De rien, je remets la bibliographie dans la conversation aussi, si vous voulez y avoir accès. Absolument. Donc, dans le livre d'Ophélia, puis, ben, regarde, on peut peut-être terminer avec... Ben, en fait, non, avant de terminer avec cela, les livres de la Maison des Atis, comme vous avez pu voir, sont des livres qui ratissent tous les niveaux du primaire, qui parlent de plusieurs sujets différents. Ce sont des livres qui vont nous faire rire, qui vont nous divertir, qui vont nous faire réfléchir, qui nous inspirent et qui parlent souvent d'avenir. Ils parlent beaucoup aussi d'écologie, comme le dernier qu'Anne-Marie nous a parlé, notre environnement. Notre environnement, c'est la Terre, mais dis-moi, Anne-Marie, avec ton livre à toi, Mon beau potager, est-ce qu'en octobre qui s'en vient, il y a encore de quoi à faire pour son potager? Bien, évidemment, donc, Nicolas fait allusion à celui-ci ici, Mon beau potager, qui est illustré par Julien Castagnier. Ben oui, en octobre, ben là, je ne sais pas pour vous, ça dépend où vous êtes situé. Moi, ici, le potager est encore planté. Je n'arracherai rien avant la fin du mois, avant la fin du mois d'octobre, à moins qu'il gèle, là, mais on peut encore récolter un petit peu, surtout les légumes racines. Mon beau potager, c'est un livre que j'avais écrit parce que je trouvais que dans les ouvrages littéraires, il y avait peu de livres qui parlaient des mois de l'année. Il y a beaucoup de livres qui parlent des journées de la semaine, il y a beaucoup de livres qui parlent des saisons, mais les mois de l'année, on les trouvait moins souvent. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire toute l'année? Bien, je suis allée avec mes intérêts. Jardiner, on peut jardiner du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Et au mois d'octobre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fête spéciale qui se passe au mois d'octobre. Hein? Alors, je vais vous dire, en octobre, les feuilles sont tombées, les bernaches sont partis, le jardin est fermé, la récolte est finie. Mais la plus grosse, la plus belle, la plus orange des citrouilles que j'ai cultivées accueille mes amis étranges pour une grande fête déguisée. Alors, vous voyez comme ça, de janvier jusqu'à décembre, le personnage de mon histoire prépare son potager. En janvier, on commence avec le fait de rêver à son potager. En février, on fait ses plants. En mars, on fait ses semis. Petit fait amusant aussi, cet enfant fait ses semis avec ses mamans. Alors, c'est un élément qui est saupoudré dans l'histoire sans être le cœur de l'histoire. En avril, ben, quand les semis sont rendus trop, les coquilles dans lesquelles on a fait les semis sont devenues trop serrées parce que les racines veulent s'étirer, on rempote dans de plus grands contenants. En mai, on sort planter à l'extérieur, etc., etc. Et évidemment, il y aura les récoltes. Puis, ben, qu'est-ce qui se passe l'hiver, au mois de novembre? Mais là, vous allez me dire, tu m'as dit qu'en octobre, on fermait le jardin, fait que c'est fini. Mais non, parce qu'en novembre, on fait les conserves. Vous avez le droit de commencer en septembre. Et en décembre, ben, avec les récoltes qu'on a faites tout au long de l'année, on peut faire la grande fête de Noël. Il y a un petit élément qui amuse beaucoup les enfants, c'est qu'à partir du mois, et ça, c'est vraiment l'initiative de Julien, l'illustrateur, c'est qu'à partir du mois de mai, quand on sort à l'extérieur, il y a un petit écureuil qui est illustré. Et l'écureuil va être dans toutes les pages jusqu'au mois de décembre. Donc, il est toujours caché en quelque part dans l'image. Vous allez toujours pouvoir le trouver. Les enfants aiment beaucoup le chercher. Donc, effectivement, en lien avec, autant avec l'alimentation, le documentaire Sucré, salé, poivré, qu'avec l'environnement, avec J'aime ma ville aussi, parce qu'on peut cultiver en ville, il y a des liens qu'on peut faire entre les différents ouvrages, notamment parce que c'est une maison qui a à cœur l'environnement et l'écologie et qui a à cœur aussi de transmettre de l'information, comme on l'a dit plus tôt. Donc, vous allez pouvoir faire des liens entre les différents livres qu'on vous a présentés aujourd'hui. Aussi, comme l'a mentionné Nicolas, hein, les couleurs, on pourrait faire un lien entre les couleurs d'Ophélia, ma couleur préférée de Paul Martin, puis même avec Pain doré, parce que c'est une façon de décrire les couleurs. Donc, vous allez pouvoir mettre tout ça en relation. Voilà pour cette première présentation sur les éditions de Lisatis. J'espère que vous aurez découvert des ouvrages qui sauront vous accompagner.
Pour notre part, on vous retrouve à 10h30 pour la prochaine présentation qui est encore adressée pour les gens qui travaillent au primaire. Alors, je vous dis à tout de suite. Vous pouvez rester connectés aussi. On vous